Bonjour Malika. Bonjour Christophe, tu vas bien? Oui, ça va. Alors, on dit bonjour à tout le monde, à tous les gens qui sont sur TV ADP. On leur dit que on est content de faire notre première émission tous les deux, même si on se connaît déjà par le biais de TV ADP, mais c'est la première émission qu'on fait tous les deux. Et en plus, on lance une nouvelle émission qui a pour nom le Le puzzle puzzle de de la la vérité. vérité. D'accord? Donc là, tu te sens prête à affronter la dame qui va être notre invitée aujourd'hui? Absolument. Alors, je vais la D'accord. présenter. Elle s'appelle Sylvie Charles. Voilà. Tiens, madame, Bonjour. voilà. Bonjour, Sylvie Charles. Comment allez-vous, ma chère? Très très bien, mon cher. Bon, alors, moi, Bonjour, pour ce qui me concerne, Sylvie Charles, je vais être obligé de continuer de la tutoyer parce qu'on se connaît déjà depuis un moment, n'est-ce pas, Sylvie? D'accord? Tout à fait. Donc voilà, faut pas que les gens interprètent ça comme une forme d'impair entre Malika qui te découvre pour la première fois et moi qui te connais depuis déjà pas mal de temps. D'accord? Ok. Donc, eh ben Sylvie, tu vas te présenter, hein, Malika, elle va se présenter un petit coup. Elle va faire une petite présentation simplifiée. T'es d'accord? Tout à Oui. fait. Bon, alors, on te laisse te présenter, Sylvie. Vas-y. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Sylvie Charles. Je viens du Nord. J'habite près de Lille, dans le Nord, bien entendu. Et suite à un drame et à tout un concours de circonstances, je vais me retrouver dans les coulisses de la haute politique française. Tout simplement parce que je vais me retrouver dans une situation qui est totalement inédite et qui ne devrait pas exister dans une démocratie. Et donc, en cherchant à savoir ce qui se passe en France, eh bien, je vais me retrouver propulsée au milieu de gendarmes, de policiers, de militaires, enfin bref, de divers fonctionnaires, mais également des citoyens qui, tout comme moi, essayent de faire en sorte de comprendre ce qui est en train d'arriver à notre pays et puis surtout de maintenir notre cinquième République. Donc voilà, ça y est. Bon, Très bien. Malika, ça te va comme synthèse, ce qu'elle a fait? Oui, oui, très Hein? bien. Et Bon, donc, vous allez aborder la Constitution. Oui. Euh, euh, vous allez nous parler de quoi? De fraude, Constitution ou d'autres choses? Je crois qu'on va beaucoup plus loin que la fraude là aujourd'hui. Je pense que là, on est dans un système qui est totalement bouleversé, qui nous reste toujours, qui n'est pas défini. En fait, il nous est pas clairement présenté, hein. Soyons honnêtes, hein. Nous avons les médias et les politiques qui nous parlent toujours de la séparation des pouvoirs. Nous avons un président de la République qui clame haut et fort que nous sommes un État de droit, sauf que dans les faits, ils sont en train de tout chambouler, toutes nos valeurs et ils ont intégré dans la gestion, de l'État, ce qu'on peut appeler l'illégalité. Donc voilà aujourd'hui ce que je veux porter à votre connaissance. Ceci dit, je pense qu'on est quand même nombreux à s'en être aperçus quand même et en Hmm. alors, particulier les juristes, je pense. Oui, bien ouais. sûr. Oui. Alors, ce que je voulais dire, moi, à l'antenne, là, avant que tu abordes vraiment tout ce que tu vas dire sur la Constitution, sur la Cinquième République, je précise aux gens qui sont sur TV ADP en train de nous écouter que, comme tu as des connaissances dans beaucoup de domaines par rapport à ton vécu, tu auras l'occasion d'intervenir sur TV ADP à plusieurs occasions et dans des sujets divers, mais très importants. Hein. Je voulais le dire pour que les gens comprennent bien qu'ils sont appelés à te retrouver sur l'antenne de TV ADP dans d'autres émissions. OK? D'accord. Voilà. Malika, est-ce que t'introduis le sujet avec Sylvie? Je voudrais Oui, être un petit peu galant et je vous laisse toutes les deux parler déjà. J'aime bien oui. la galanterie. Merci, Christophe. En fait, installer l'illégalité dans la Constitution, on peut dire que c'est l'état d'urgence qui est maintenu depuis 2015 qui a peut-être accéléré ce mouvement-là. C'est-à-dire que l'état d'urgence fait ils s'arrogent des droits qu'ils n'auraient pas en temps normal et ça leur permet de modifier, on le voit bien en tous les cas, particulièrement depuis la pandémie. En fait, si je peux te tutoyer Malika? Parce que je vais finir par te tutoyer de toute façon à un moment D'accord, donné ou à un autre. avec plaisir. En fait, ce que nous on a constaté, c'est que, de par justement mon décès, on a dû faire des recherches pour savoir,
où la machine s'est enrayée, en fait. Et on se rend compte que notre 5e République, qui a la Constitution du 4 octobre 1958, a été une première fois violée le 4 octobre 1962. Sauf qu'à l'époque, notre Parlement a réagi et a refusé les modifications qui étaient apportées. Cette violation de notre Constitution va se répéter en 2008 avec le traité de Lisbonne. Et à partir de là, je veux dire à partir de 2008, il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas par rapport à l'état d'urgence avec la Covid, etc., puisqu'ils ont déjà commencé à apporter et modifier beaucoup de choses. C'est tout simplement que ils ont pris la main sur notre Constitution, ils l'ont modifiée, mais aujourd'hui, ils sont partis, ils sont bien au-delà des modifications qu'ils ont apportées. On n'est plus du tout là, aujourd'hui, la Constitution telle qu'elle a été modifiée, elle n'existe même plus aujourd'hui. Si on regarde dans les faits, elle n'existe plus. Oui, oui. Puisqu'ils ont changé, par exemple, ils ont changé notre secret défense, je veux dire, en toute illégalité, et ce qui met en cause le gouvernement. D'ailleurs, on serait en mesure de le mettre en procès pour ça, puisque le secret défense, selon notre Constitution, selon notre 5e République, répondait à l'article 410-1 du Code pénal, article qui reprend tous les intérêts fondamentaux de notre nation. Là, ils viennent de le changer, c'est supprimé, et ils ont intégré un système de sécurité publique avec des partenaires étrangers et des partenaires privés. Sauf que, je veux dire, on nous en a pas parlé de cela. Et puis là, ils intègrent des forces étrangères dans notre fonctionnement, dans notre pays. Donc, si on reprend le code pénal, je veux dire, puisque vous savez quand même que nos gouvernants, on peut les mettre en justice dans l'exercice de leurs fonctions. Mais on doit passer par la Cour de justice de la République. Et là, aujourd'hui, on est fortement embêté parce que la personne qui est en mesure d'instruire le dossier, c'est le procureur général, normalement, de la Cour de cassation. Sauf que c'est M. Molins. Et M. Molins est déjà un magistrat qui n'est pas en phase avec notre justice. Parce qu'ils ont modifié notre Constitution, l'article 65 de notre Constitution, qui, dans le texte original, dit que le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature, il est avec le vice-président qui est le ministre de la Justice. Sauf qu'aujourd'hui, dans la modification qu'ils ont apportée, il n'y a plus, le président de la République n'est plus le président du CSM, ni le ministre de la Justice. Par contre, qui on trouve comme président du CSM aujourd'hui? Madame Arance, la présidente de la Cour de cassation, et Monsieur Molins, le procureur général de la Cour de cassation. Donc, c'est totalement illégal puisqu'ils sont jugés partis. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est important ce que tu dis. Très important. C'est très important. Je voudrais juste une précision quand même pour les téléspectateurs. C'est quand tu parles de la première violation qui a eu lieu le 4 octobre 1962. Tu peux nous dire de quelle violation il s'agit précisément? Alors, très franchement, là, je ne l'ai plus en tête. Il faut reprendre parce qu'ils avaient modifié beaucoup de choses. Ça a été refusé par le Parlement. Moi, j'ai retenu que là, notre Parlement, il a joué son rôle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord, d'accord. Voilà. Et en 2008, ensuite, deuxième violation, tu parles du traité de Lisbonne. Oui, et à partir de là, ils ont modifié pratiquement la quasi-totalité des articles de notre Constitution. D'accord. Voilà. En 2017 aussi, ça a été changé. Alors, ils ont fait des changements, mais c'est que je crois que c'est en 2016. Oui, c'est en 2016. On a Emmanuel Valls qui. Alors là, on sort complètement du contexte. On sort complètement de la Constitution. C'est là qu'on n'est plus du tout en phase, même avec la modification de la Constitution. En 2016, il y a Emmanuel Valls qui a sorti un décret où il a annoncé qu'il créait une juridiction, un contrôle des juridictions. Sauf qu'il a abrogé un décret qui existait déjà. Lui, il a mis le sien. Et dans l'article, je ne sais plus lequel, je crois que je l'ai là sous les yeux. Par contre, ça, je peux peut-être le donner. Dans l'article, attends. Ici, article. Dans l'article 9, il a mis ceci dans son décret. Il a mis, alors, l'inspecteur général dirige, organise et coordonne les activités du service, répartit les missions et fait connaître
tenez-vous bien, au garde des Sceaux ou au Premier ministre les conclusions de ses travaux. Donc, la séparation des pouvoirs, on ne l'a plus. Et en plus, le garde des Sceaux ou le Premier ministre, ça veut dire que le Premier ministre peut être informé de choses que le garde des Sceaux ne sera pas informé. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Oui. Donc, là, on n'est même plus dans la Constitution. Hein. Là, c'est encore des choses qui viennent s'ajouter dans les modifications qu'ils sont en train de faire. C'est comme le secret défense. Hein. Le secret défense, il n'est pas non plus inscrit dans la Constitution, mais par contre, il répondait à notre Constitution. Là, aujourd'hui, il n'y répond plus. Mais tu ne penses pas que ça vient en dehors de la France, justement? Tu parlais des entités étrangères. Ces entités étrangères, moi, je pense que par le biais de l'Union européenne, elles sont infiltrées et dans tous les États membres, il y a des modifications aussi des constitutions. Alors, non, c'est pas cette façon-là que nous, on a décrypté les choses. En fait, on a découvert que, et là, ça serait bien aussi que tu invites un coup Michel Chanu, t'expliquera un peu la passation. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il va intervenir, il viendra après. Voilà. Parce qu'en fait, on a découvert avec la déclassification des archives américaines, françaises, allemandes, etc., que la guerre qui s'est terminée contre Hitler, en fait, s'est terminée avec les armes, mais elle s'est terminée suite à des négociations qui vont être conduites avec les États-Unis, la France et le système nazi. Et derrière, en 1990, c'est le Premier ministre italien, je ne sais plus son nom, qui va dénoncer et qui ont été mis en place en 1947 par l'OTAN. Et l'OTAN explique qu'elle a mis en place ces armées secrètes à l'insu des gouvernements pour faire face, soi-disant, aux communistes. Et pour faire face à la montée du communisme, ils ont fait appel à des groupuscules nazis. Et à l'époque, à l'époque, quand ça a été dénoncé en 1990, Mitterrand et Chevènement ont fait le nécessaire pour étouffer la question, pour qu'on n'en parle plus. Et à l'époque, il avait été nommé l'armée Gladio. Voilà. Ouais, donc pour ça parle. Voilà. Ouais. On va avoir l'occasion de reparler de ça, parce que c'est en fait compte ce qu'on a cru, pour parler de l'institution Gladio, d'accord, qui s'en va, qui revient, qui change de nom, tout ça, on aura l'occasion. Voilà, qui change de nom. Et alors justement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que derrière Gladio va arriver Eurogenfort. Eurogenfort, qui n'est pas une force de gendarmerie européenne, comme tout le monde le dit. Hein, je veux dire, il faut aller chercher les éléments. Eurogenfort a été mis en place par la France. C'est Alliot-Marie qui l'a mis en place en 2004. En fait, ils ont rebaptisé leurs armées secrètes, hein, ni plus ni moins. Mais là, ils ont signé un traité, le traité de Velsen, et ça a été mis en place avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Et actuellement, tu as la Pologne et la Roumanie qui a rejoint Eurogenfort. Donc ça, alors, pour que les gens comprennent bien, Eurogenfort, c'est une forme ou une sorte de force militaire qui peut intervenir sur n'importe quel territoire et prendre la place des autorités police ou gendarmerie en lieu et place de la réalité. Tout à fait, et il peut également prendre les biens qu'il souhaite. Il devient, voilà, et c'est une armée qui a l'immunité. Voilà, donc alors, ce qu'il faudrait rappeler pour que les gens comprennent bien, c'est que cet organisme, d'accord, qui s'appelle Eurogenfort, a un cadre très spécifique pour pouvoir enrôler ces gens-là, qui pour moi, dans ma tête, ressemblent plus à des mercenaires. Bah, en quelque sorte, c'est ça, puisque normalement, la fonctionnalité de Eurogenfort, c'est d'intervenir sur les populations. C'est de déséquilibrer les États et d'intervenir sur les populations. D'ailleurs, on a un exemple qui a été présenté, c'est par exemple ce qui a été mis en exergue au niveau de l'Égypte. Et Eurogenfort, on en a vu un petit bout en décembre 2018 sur les Champs-Élysées, les blindés. Oui. Est-ce que par exemple,
en aparté comme ça, est-ce qu'on pourrait dire que Eurojamfort est intervenu dans les manifestations des Gilets jaunes? Est-ce qu'il y avait un lien avec éventuellement les autorités qui ont fait du mal aux manifestants? Alors, là aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations. Ils se sont mélangés aux manifestants, ça c'est sûr et certain, puisque l'objectif c'est de créer des tensions, c'est de créer des situations qui permettent eh bien des réactions de la part des autorités, ça c'est sûr. Mais il faut savoir que là, on vient de découvrir une autre structure. On vient de la découvrir il y a 15 jours, c'est tout frais. La FIEP, la Force publique. Et là, cette force publique a été mise en place. C'est une association de gendarmerie et de police qui a été mise en place toujours par la France, toujours avec l'Italie, toujours avec l'Espagne et le Portugal. Et cette organisation de police aujourd'hui, elle regroupe des gendarmes et des policiers. Alors, il y a des gendarmes du Maroc, de la Jordanie, de la Palestine, de l'Argentine et du Chili. Mais alors, attends, parce que là, ça, c'est institutionnalisé par qui? Qui décide de ça? L'institutionnalisation, c'est que c'est une association qui a été faite par 4 pays, mais ils sont infiltrés dans notre fonctionnement. Et alors, comment peuvent réagir nos autorités légales, comme la police ou la gendarmerie? Alors déjà, au niveau de la police, on a le SNAPS, le Conseil national des activités publiques de sécurité, qui a été mis en place, qui est une structure totalement hybride, qui a été mis en place en 2010 par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, et dont les magistrats font les recrutements pour le privé et pour le public. Et il y a d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes de 2018 qui mentionne que ces magistrats recrutent des agents de sécurité avec des casiers judiciaires. Et d'ailleurs, ces personnes se retrouvent au sein même des forces de police sans que les policiers le sachent, et ils ont accès à tous les fichiers. Voilà. Okay. Mais la police ne le sait pas plus, les policiers et les gendarmes ne sont pas plus au courant que nous, en fait. Mais alors, très franchement, les seuls qui sont au courant et qui ne peuvent pas l'ignorer, ce sont les syndicats de police. Parce qu'ils ont signé pour le CASEA. Pour le STAPS, pardon. Pour le STAPS. Donc là, qu'est-ce que tu en penses, Malika? Bah écoute, je suis scotchée. Je ne connaissais pas ces forces qui sont infiltrées et qui peuvent aller d'un pays à un autre, mettre, pardon pour l'expression, mais un peu le bordel dans une population. Hein, c'est ça. C'est ça. Et en plus, ils ont une immunité de nos gouvernements, tous alliés. Aussi voilà, ils ont une immunité. Alors moi, je vais être sympa dans une manière de voir la chose. C'est-à-dire que si on avait simplement une forme de comparaison, d'accord, entre des mercenaires qui sont là et qui peuvent aller se mettre la merde, d'accord, voire même inciter presque à la rébellion, voire on va dire voire plus. Je pense qu'ils sont même capables de créer des propres guerres civiles dans certains pays. Ce que je trouve drôle, par exemple, Malika et Sylvie, c'est que si on fait un état comparatif sur l'intouchabilité de ces gens-là, qui ont tous les pouvoirs, qui sont presque des tueurs professionnels, on pourrait presque dire ça, à la limite. Maintenant, si on faisait un parallèle, je dis c'est très drôle parce que on a la même chose, on a un pendant sur, par exemple, l'intouchabilité de ceux qui ont créé des vaccins, qui ont créé du médical pour soigner le Covid. Ils ont une intouchabilité juridique. Est-ce que j'ai le droit de faire un parallèle, d'accord, et de me dire est-ce que derrière, c'est toujours le même. Voilà. Donc et moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que à chaque fois, c'est le public et le citoyen qui sera toujours la victime. Tout le temps. Voilà. Quel que soit le pays, quelle que soit la nation d'ailleurs. On s'aperçoit que leur stratégie, elle est ancrée dans ce domaine-là. Alors maintenant, on continue, Sylvie, par rapport à ce que tu nous dévoiles, de ce que tu nous racontes, les tenants et les aboutissants de ce qui détruit l'effectivité ou le rôle réel de la Constitution de 58, qui à l'origine avait quand même on va dire un fondement qui était porteur pour l'État français, pour la nation. Là,
Est-ce que tu as d'autres exemples de dysfonctionnement qui sont attachés à justement la modification de la Constitution? Ah bien, déjà, dans les chartes qui sont mises, par exemple, dans la police, etc., ils ont intégré le transfert de responsabilité. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que, par exemple, si tu prends l'article, alors je crois que c'est l'article 434 ou 534, obéissance, il est dit que pour un policier ou un gendarme, si le supérieur donne un ordre illégal, il peut le refuser, il peut demander qu'il le fasse par écrit, et s'il exécute, c'est lui qui va devoir en répondre. D'accord. C'est un transfert de responsabilité. Je veux dire, je ne vois pas comment on peut demander à quelqu'un à qui on donne des directives de devoir vérifier que les directives qu'on lui donne sont Oui. bien. Je suis désolée, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, c'est bien un transfert de responsabilité, puisque, et alors en plus, dans les faits, je ne sais pas si tu t'imagines, mais imagine le policier et le gendarme qui dit à son chef, non, moi je ne remplirai pas votre ordre parce qu'il est illégal. Et après, comment il fait ça? Comment il vit au quotidien avec c'est pas possible, je veux dire, là, la personne, elle est coincée entre deux feux. C'est-à-dire que soit il répond à l'ordre illégal, et si ça se passe mal, il va devoir en répondre, soit il refuse de le faire. Et là, s'il refuse de le faire, je veux dire, il va être dans le collimateur de son chef. Il va pas accepter ça, le chef. Alors, moi, ce qui m'a choqué dans cette écriture, c'est comment on peut accepter qu'un responsable, un policier ou un responsable de la gendarmerie, un officier, soit en mesure de donner un ordre illégal. Rien que ça, je trouve que c'est déjà inacceptable. alors, ce qui est marrant, parce que quand tu dis ça, moi, Sylvie, ça me fait penser automatiquement à quelque chose d'autre, et je reviens sur un parallèle ou un comparatif. C'est exactement la même chose que quand on a eu des patrons d'entreprise qui se sont retrouvés dans une forme de chantage, d'imposer quelque chose à leur personnel, à leurs employés. On a eu ça pendant les 2 années où t'avais pas une obligation, mais on imposait par chantage à l'entrepreneur d'imposer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, pas vraiment. La vaccination. La vaccination. Ah, mais la vaccination, c'est la sécurité sanitaire. Donc, si on donne oui, les ordres. Ce qui m'agace dans la mécanique, c'est comment, par exemple, quelque chose qui n'était pas obligatoire et imposé le devenait par mécanisme automatisé du chantage à l'emploi. Alors, moi, je vais quand même dire quelque chose. Moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire-là, c'est que c'est pas obligatoire, sauf que c'est pas la personne à qui, enfin, c'est pas la structure à qui tu l'imposes, puisque normalement, tu as un gouvernement qui est là, c'est le gouvernement qui aurait dû être mis en cause. Et là, c'est là qu'on constate bien que nos députés et nos sénateurs n'ont pas fait leur boulot. Ouais, mais bon, oui, là, mais non, mais c'était à eux d'intervenir. Bien sûr. Là, c'est exactement la même chose que je te donne comme exemple, c'est que quand on te dit que c'est à toi de refuser un ordre illégal, je veux dire, à partir du moment que tu acceptes que la personne qui te dirige ou qui est au-dessus de toi a le droit d'émettre ce genre de choses, c'est inacceptable. Oui, mais ce que Christophe dit, il a raison. Par exemple, si on prend le cas des soignants qui sont suspendus, ça a été le chantage, c'est-à-dire que leur DRH leur impose, parce qu'il y a une loi du 5 août qui est tombée, qui impose au personnel de santé d'être obligatoirement vacciné au Covid, et s'ils refusent, parce qu'ils pensent, et ils sont bien placés, hein, puisqu'il y a des médecins, des infirmiers, etc., et qui ne sont pas contre les vaccins. Ils ont l'habitude d'être vaccinés tout le temps. Mais celui-là, parce que c'est une injection expérimentale qui est en phase 3, ils ne veulent pas prendre de risques puisqu'on n'a aucun recul. Donc, mais là, je suis d'accord. Puis de toute façon, la vaccination n'a pas été rendue obligatoire, ce que je sache. Oui, mais la conséquence, c'est que pour tous ces soignants, ils sont suspendus sans traitement depuis maintenant 7 mois. Je suis d'accord. Eh ben, il y a bien un chantage. Enfin, je suis d'accord par rapport à ça, mais le responsable, c'est le dirigeant du pays, c'est ceux qui dirigent le pays qui en sont responsables. Je suis d'accord avec toi, mais ils ont créé une situation en cascade. En fait, c'est ce que je parle, c'est le transfert de responsabilité. C'est je prends une décision, je l'assume pas, je la donne à l'autre, puisque apparemment, et ça Pascal pourra t'expliquer, c'est les préfets qui signent aujourd'hui les arrêtés et les décrets, ce qui n'est pas normal. Et de là, on les applique. Non, mais
Non, là on a aujourd'hui un gouvernement qui ne répond plus à aucune règle juridique acceptable. Je veux dire, là, on est Non, complètement mais à côté. Là. On est dans la bien sûr. dérive totale. Là. D'accord. Non, non, mais tu sais, quand tu dis ça, je pense à un autre sujet, mais qui rejoint ça, cette déstabilisation qui est absolue. C'est par exemple, et notamment, il y avait un invité sur TVADP qui en avait parlé, même que je cautionne son propos parce que moi aussi je supporte pas ça. Le monsieur s'appelle Jean-François Harel, il est venu à l'émission, dans une des émissions de TVADP, et lui, quand il explique qu'on a 577 députés pour voter des lois et qu'on s'autorise à arriver à passer des lois à 4 heures du matin ou à 3 heures du matin seulement avec 40 députés, voire moins, d'accord, ça devrait être interdit. Oui, mais On là, on a des conseils d'administration où si tu n'as pas le quorum, tu peux pas passer une décision du quorum. je suis entièrement d'accord avec toi. Mais là, encore une fois, je rappelle que notre Parlement a une mission qui est quand même importante, c'est celui de contrôler le travail du président de la République. Donc, si le président de la République est à la dérive, c'est au Parlement de prendre les décisions adéquates, puisque je rappelle quand même que chaque élu, chaque personne qui est au service de la République est là pour protéger notre Constitution, il est là pour défendre nos droits. Là, aujourd'hui, ils ne remplissent pas leur mission. Inversement, c'est pareil. Si le Parlement ne répond plus à ses obligations, le président de la République peut intervenir aussi. Donc là, aujourd'hui, ils travaillent main dans la main. Je veux dire, ils se prennent la tête devant nous, mais en fait, dans les faits, dans la réalité, ils se suivent mutuellement. Je veux dire, ils sont comme ça. Mais oui, bien sûr, mais ça, c'est appuyé parce que quand M. Macron s'est fait élire président, il a pris soin d'avoir plein de députés, hein, La République en marche, qui a une majorité au Parlement, et il leur suffit simplement pour obtenir toujours gain de cause dans les textes qu'ils votent, y compris passe sanitaire, y compris passe vaccinal, de trouver quelques députés LR, ils arrivent toujours et ils ont une majorité, c'est suffisant pour que ça passe. Voilà. Mais dans ce cas-là, puisqu'on n'est plus dans la légalité, puisque quand on est dans un fonctionnement où c'est simplement une différence de vision de la chose et on prend une décision mais qui respecte le cadre légal. Ok, ça on peut l'entendre. Mais là, on n'est plus du tout dans une vision du cadre légal. Là, on est dans une atteinte, parce que je rappelle quand même que selon notre Constitution, d'ailleurs c'est l'article, je ne sais plus combien, on ne peut pas priver d'emploi quelqu'un. Donc là, aujourd'hui, en imposant la vaccination qui n'est pas obligatoire et en privant d'emploi quelqu'un, je veux dire, le gouvernement, il est en faute. Bien sûr, mais tous les recours qui sont faits par les avocats pour toutes ces personnes-là échouent aussi. Et là, c'est dysfonctionnel. Mais ils échouent pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de dire juste au début. On a une justice aujourd'hui qui est totalement sclérosée. La justice aujourd'hui ne remplit plus ses fonctions. Voilà, oui, la boucle est Et aujourd'hui, c'est pareil, hein, c'est pareil que dans la police. Les magistrats qui veulent faire leur travail sont, comme les policiers, ils sont harcelés. D'ailleurs, si on veut avoir une bonne lecture de ce qui se passe, on demande à avoir accès à la gestion sociale de nos administrations. On va se rendre compte qu'on a, au niveau de l'armée, on a une hémorragie de rupture de contrat. On n'arrive pas à garder nos militaires. Ils s'en vont parce que ce qu'ils vivent dans l'armée, c'est totalement inacceptable, inadmissible. Donc, le gouvernement lui-même fragilise nos armées. Au niveau des forces de l'ordre, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, à l'heure que je te parle, on est à 22 suicides. Je veux dire, et on continue à prendre des mesures qui n'ont rien à voir avec la réalité des problématiques qui se passent dans ces administrations. Au niveau des magistrats, ils se sont soulevés récemment. Pourquoi? Parce que c'est pareil, ils sont soumis au même régime, ils sont soumis au régime du harcèlement. Je veux dire, et dans toutes ces administrations, tu n'as qu'à regarder, il y a une augmentation des arrêts de maladie de façon constante, tu as des démissions, je veux dire, et tu as des suicides, tu as plein de choses, je veux dire, c'est tous des facteurs qui démontrent qu'il y a un mauvais management qui est pratiqué dans nos administrations. Alors, Sylvie, au-delà de ce que tu appelles un mauvais management, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est quelque chose qui est voulu et qui est stratégique.
Bah, c'est ce que je te dis. Alors, hein? Excuse-moi, mais un management, c'est pas une fatalité. Quand tu décides de faire un management par la peur, où tu imposes, où tu mets en place la délation, le harcèlement, c'est voulu. Oui, bien sûr. Donc, Aujourd'hui, dans les cas d'harcèlement, parce que j'interviens, je fais des commissions de réforme, j'interviens auprès de certains policiers et j'ai vu un certain nombre de dossiers, y compris dans la gendarmerie, y compris dans l'armée. Je veux dire, on est bien face à du harcèlement et même parfois du harcèlement qui est plutôt violent. Je veux dire, à partir de là, les personnes qui sont responsables du harcèlement, il n'y a aucune poursuite. Déjà, le harcèlement, il n'est même pas reconnu. Ouais, non, mais je vois bien, Alors, le comble du comble, c'est que normalement, nous avons, alors dans la gendarmerie et l'armée, je comprends, il n'y a pas de syndicat. Mais dans la police, on a des syndicats et le rôle des syndicats, c'est de veiller à ce que la réglementation soit appliquée. On sait que nos fonctionnaires dépendent du code du travail social commun. Ils ont simplement tout un complément au niveau de la déontologie. Ils ont des articles supplémentaires. Mais en ce qui concerne l'obligation de l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité de ses fonctionnaires ou de ses salariés, c'est les mêmes articles. Eh bien, figure-toi qu'au niveau des syndicats de police, ils en ont rien à faire. Rien à faire. Et en plus, certains disent encore qu'ils n'ont pas à s'occuper du code du travail. Et pourtant, le ministre, alors il me semble que c'est Castaner qui avait été interrogé sur la question, va répondre que oui, bien sûr, on applique le code du travail. Non, mais franchement, je veux dire, voilà. Je veux dire, donc là, on n'est même plus dans le contexte de la Constitution, encore une fois. Hein. Ouais, Et dans le non-respect. On est face à un cumul de personnes qui ne respectent pas les réglementations. Et puis, à un moment donné, ben voilà, voilà. On parle, on annonce, mais dans l'action, il n'y a pas. Oui, mais là, Sylvie, tu es d'accord avec moi que pour qu'on en arrive là, c'est qu'à un moment donné, on a empêché non seulement la justice de se pratiquer, mais de pouvoir engager les responsabilités de ceux qui font les déviances. Ben oui, c'est bien ce que je te dis. Là, aujourd'hui, on est sur un transfert de responsabilité. Ouais, mais là, bon, ça et peut pas durer, franchement. Malika, ça ne peut pas continuer comme ça c'est clair. Non, mais là, enfin, moi, je vois bien par rapport à tous les sujets dont on a déjà débattu, la continuité et la complémentarité des choses, bien entendu. Mais là, actuellement, par rapport à l'enchaînement des événements, je te prends un cas très concret concernant, on va dire, la déclaration de guerre qu'a fait notre président de la République l'année dernière au mois de mars, il y a 2 ans au mois de mars, d'accord? Ben, elle était bien réelle. Eh ben oui, mais il avait bien une fonction, et sa fonction, c'était bien de manipuler les articles de la Constitution, parce que quand on regarde bien ce qu'il a fait, il a fait un abus de droit. Mais là aujourd'hui, Christophe, il ne s'occupe même plus de la Constitution. C'est fini. C'est terminé, la Constitution, il n'en parle même plus. Et la Constitution aujourd'hui, même celle qu'ils ont modifiée, ils l'ont violée aussi. Il n'y a plus rien d'écrit aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux, ce que je vais dire, ça va peut-être être choquant, mais en fait, là, aujourd'hui, on est face à un gouvernement qui est en train de fonctionner comme le terrorisme, en fait, puisque le terrorisme, c'est de déstabiliser un pays par diverses façons. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Je veux dire, là, aujourd'hui, il n'y a plus de référence. Quand tu vas dans Légifrance, je vous invite à aller voir. C'est la première fois que je vois ça, c'est totalement illégal. Aujourd'hui, ils te mettent des dates sur les lois. Ils te marquent, par exemple, la loi machin, eh bien, elle est en vigueur jusqu'en mars 2022. Attends, on n'a jamais vu ça. Une loi, tu ne mets pas une date de fin. Une loi, elle est votée, et si elle doit être abrogée, il y a un vote pour l'abroger. C'est pas une loi à remplacer. Quand tu regardes dans notre code, ils ont fait ça. Et par contre, ils te mettent des décrets où là, tu dois avoir une date de fin de ce décret. Tu l'as même plus maintenant. Ils l'écrivent même plus. Donc là, c'est l'anarchie totale. Ils font tout et n'importe quoi. Mais l'objectif final, il faut regarder beaucoup plus loin, il faut le regarder au-dessus, c'est que ce qu'ils sont en train de mettre en place, ils sont en train de déstabiliser complètement le pays. Parce que du ce fait, on n'a plus de point de repère. Toi, tu vas en justice, tu dis, OK,
Donc, je suis dans mon bon droit. Par exemple, je vais prendre le cas de mon père qui était assassiné. Mon père est assassiné, donc normalement, je m'attends à ce que le juge, eh bien, m'informe que je peux mettre partie civile. Que quand je suis partie civile, je suis au moins informée de l'évolution du dossier. Et que au moins le juge respecte, parce que j'ai entendu des bêtises dans les médias où on te dit que les magistrats ont l'immunité. Non, selon notre constitution, les magistrats n'ont pas l'immunité, puisque dans notre code, que ce soit le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, tu as des articles qui sont là pour réprimander si le magistrat, par exemple, fait un déni de justice ou s'il falsifie la vérité. Sauf que ces articles sont même plus utilisés, d'accord? Et tu as aussi des articles qui leur donnent des obligations. Par exemple, dans le cadre d'une enquête pour criminelle, je veux dire, le juge, en règle générale, le juge a une obligation d'investiguer à charge et à décharge. Je veux dire, et ça, ils ne le font même plus. Aujourd'hui, on a la présomption d'innocence et tu vois arriver des jugements où on part sur de la délation. Tu ne peux pas avoir un régime avec de la délation et de la présomption d'innocence. C'est soit l'un ou soit l'autre. Sinon, tu n'es plus dans un régime d'égalité. Alors, là, donc, ils ont tout mis par terre. Voilà. Donc là, ce que tu poses comme problème concernant le lien, bien sûr, entre ce qui se passe dans notre Constitution, dans notre 5e République. Maintenant, si j'écoute toute la question qu'a posée Jeff Rees, là, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le pouvoir qui peut maintenant reprendre la main? Quel est le rôle du citoyen dans cette affaire-là? Puisque nos politiques ne veulent rien faire. C'est quoi la solution? Alors, déjà, je veux dire, aujourd'hui, il faut bien se rendre à l'évidence, le gouvernement Macron, parce que Macron ne fait pas ça tout seul, d'accord? Et c'est pas lui qui a tout modifié, puisque ça s'est déjà fait avant. Le Parlement y est pour beaucoup quand même. Hein. C'est quand même le Parlement qui a voté les budgets pour le SNAPS, pour Rogenfort et compagnie. Faut pas l'oublier. Et tous les gouvernements précédents. Hein. Et tous les gouvernements précédents, voilà. Donc, au fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on voit les dérives du gouvernement, parce que là, on les voit, on peut les lister, on peut les donner, je veux dire, il est très clair que la Ve République n'est plus respectée par le gouvernement. Mais je rappelle que la Ve République, elle a été mise en place par le peuple. Et notre Ve République nous dit que tout citoyen, ça veut dire on se fout royalement de la catégorie professionnelle ou quoi, c'est tout citoyen, a l'obligation de dénoncer tout crime, tout délit portant atteinte aux intérêts de la nation. On a également dans notre Constitution qui nous dit que tout citoyen a le droit et l'obligation de défendre sa Constitution. Donc là, aujourd'hui, jusqu'à présent, nous, citoyens, on n'a pas utilisé notre droit. On ne l'a même pas fait savoir. C'est important ce que tu dis. C'est important ce que tu dis. Oui, oui. Alors, donc, là, aujourd'hui, il y a des élections présidentielles qui se présentent. On a aujourd'hui… Attends, Malika, elle voulait poser une question. Vas-y, Malika. Oui, pour l'utiliser, à partir du moment, si on t'écoute, que toute la justice, elle est aux ordres ou dysfonctionne totalement, comment les citoyens peuvent affirmer leurs droits? Alors, je vais y venir parce que il faut démontrer que le gouvernement ne remplit plus ses obligations vis-à-vis de nous. Les obligations du gouvernement, donc quand je parle du gouvernement, je te parle du président de la République, du Premier ministre, des ministres et du Parlement, sénateurs et députés, d'accord? Et on peut rajouter les maires aujourd'hui, parce que les maires aujourd'hui ne remplissent plus non plus d'obligations vis-à-vis de nous. Et ils n'en parlent pas, donc c'est important. Donc tous les élus. Tous les élus. Donc là, aujourd'hui, on est face à un gouvernement complet qui n'est plus en phase avec notre 5e République. Donc là, aujourd'hui, nous, il faut qu'on ait des éléments, et on en a des éléments. Toi, Christophe, tu en as plein avec les tribunaux de commerce. Je veux dire, ce qui s'y passe, c'est exactement ce qui se passe également pour les personnels, les personnels soignants qui aujourd'hui ont fait des référés, ils ont fait des tas de démarches, des référés liberté, etc. Et ils sont rejetés. Je veux dire, tous ceux qui font appel à la justice et qui sont dans leur bon droit, on est spoliés. Donc, tout ça, on a toutes les informations. On a également maintenant ce que je suis en train de vous remonter, Rogenfort, la IFIEP, etc. Tout ça va contre le gouvernement. Donc, ça, on peut monter un dossier à charge contre le gouvernement. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a les présidentielles qui arrivent. On a 12 candidats. Je veux dire, déjà, sur les 12 candidats, tu en as 5 qui n'ont strictement rien à faire en tant que candidat. Tu as Macron, qui a eu la très bonne idée de se remettre candidat. C'est très bien. Tu as Macron, tu as Mélenchon,
tu as Marine Le Pen, tu as Lassalle et tu as Dupont-Aignan. Ces 5 personnes-là sont parfaitement au courant des dysfonctionnements. Ils sont parfaitement au courant, par exemple, de mon dossier. Ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée. Donc, ces 5 personnes-là ne peuvent pas se prétendre devenir président de la République s'ils ne sont pas en mesure de dénoncer ce que je dénonce. Ce que je dénonce, ça existe, c'est bien du concret, d'accord? Quant aux autres candidats qui sont Zemmour et compagnie, Pécresse et machin, etc., je veux dire, quand on prend leur programme, à ces 12 candidats pris en globe, il n'y en a aucun, mais alors aucun, qui nous présente un programme qui soit en adéquation avec les difficultés, les problématiques qu'on rencontre en France. À partir de là, on a le droit de dire non, on ne veut pas de ces candidats-là. Et on refuse de voter. Alors, on a le droit, sauf que la mécanique, là, dans l'idée, bien sûr, c'est quelque chose qui serait symbolique et qui serait puissant, sauf dans la réalité des faits. Non, Christophe, c'est pas symbolique, c'est notre droit de citoyen. Si on est 60%, voire plus, à refuser en disant on ne vote pas, les candidats que vous nous donnez ne correspondent pas à nos besoins, c'est notre droit de citoyen. C'est pour ça que le droit de vote n'a pas été mis obligatoire. C'est pour pouvoir. On aurait déjà dû le faire avec les maires, puisqu'on a je ne sais plus combien de maires qui ont été élus avec 60% d'abstention. Je veux dire, normalement, si la République était respectée et fonctionnait, ces maires-là, on n'aurait jamais dû avoir leur élection validée. Je suis d'accord avec toi, Sylvie. Sauf que moi, si je fais, par exemple, un état comparatif de la situation, autant on est capable, dans un Parlement, de voter une loi à 3 heures du matin avec 40 députés sur 577, on est capable, en France, de voter et d'élire un président de la République avec 60% ou 70% des gens qui n'ont pas envie de voter. C'est ça qu'il faut arrêter. Alors, justement, alors là, on va y venir. Quand tu dénonces l'incompétence des candidats, je veux dire, à partir du moment que tu as mis le doigt sur le fait qu'ils sont incompétents, à partir du moment qu'on fait le listing de tout ce qui ne fonctionne pas, quel que soit, par exemple, admettons que les Français décident quand même de voter pour un candidat et qu'ils élisent quelqu'un avec 70%, d'accord? Je veux dire, le candidat va passer. N'empêche que ce candidat qui va passer, il va lui être demandé de respecter notre Constitution parce que aujourd'hui, on a quand même des choses extrêmement graves. Il faut quand même réaliser que tout le fonctionnement, on parle d'Eurogenfort, on parle de la FIEP, on parle de toutes les structures de l'IODE qui est mis en place, etc., que nous payons, hein, qu'on paye, mais il faut savoir que quand tu prends connaissance de la façon dont les choses sont financées, le gouvernement aujourd'hui, qui est un gouvernement plus international qu'un gouvernement national, il a besoin de fonds et les fonds, il va les chercher où? Il va les chercher dans tout ce qui est blanchiment d'argent. C'est pour ça qu'il protège les réseaux de pédophilie, les réseaux de prostitution, les réseaux de drogue, etc. Je vous rappelle quand même qu'au niveau de l'INSEE, on a intégré le produit de la drogue. Et quand tu vois que l'INSEE, c'est écrit noir sur blanc dans le document du Sénat, le ministère des Finances publiques répond que le gouvernement doit suivre les ordres, les directives de l'INSEE. Depuis quand l'INSEE a la possibilité de donner les ordres à un gouvernement? On a les articles de loi pour ça, je veux dire, pour le contrecarrer. Donc là tu es en train de démontrer que des institutions privées, l'INSEE, c'est une institution privée? Non, l'INSEE, normalement, jusqu'à hier, c'était un service du ministère des Finances publiques. Sauf que quand tu grattes derrière, l'INSEE, elle a pris ses directives de Eurostat. Eurostat, qui est une institution de statistiques qui se dit européenne et qui, derrière, tu retrouves qui? Quand tu remontes, etc., tu retrouves la Banque mondiale, les banques centrales et l'ONU. Donc non, bon, en très peu de mots, on a perdu la gouvernance de notre propre pays, en fait. Oui, mais ça, c'est à nous de le reprendre. Et aujourd'hui, tout le monde attend à savoir ce que les Français vont faire. Si
on jette au panier notre Cinquième République parce que là, aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a énormément de mouvements, il y a beaucoup de manipulations et de mauvais bruits qui circulent parmi les citoyens. On leur dit, c'est la Cinquième République qui va plus, il faut la changer, entre Mélenchon qui en veut une sixième, les autres qui veulent supprimer la Cinquième République. Mais il faut quand même prendre conscience qu'aujourd'hui, ils ont remis en place des lois et des ordonnances de la Quatrième République, parce que si on supprime la Cinquième République, il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Ils vont s'appuyer sur la Quatrième République, et la Quatrième République, eh bien, nous, on perd notre souveraineté, c'est tout. Je veux dire, c'est terminé. Donc là, en fait, tu fais comprendre qu'en fait, il ne faut pas quitter la Cinquième République. Il ne faut pas quitter la Cinquième République. On est le seul pays aujourd'hui à avoir une constitution citoyenne. C'est nous qui l'avons choisi, notre constitution. Elle est plus respectée, elle est bafouée, les machins. Aujourd'hui, que ce soit Macron, etc., ils sont condamnables. Alors, tu vas me dire, ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que notre justice, elle est foutue. La CPI, c'est même pas la peine parce que la CPI, elle est sous la directive du Conseil de sécurité et l'ONU. Donc, on est bloqué. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau déjà, c'est de refuser de statuer. Ce qu'on peut faire également, et c'est à prévoir, c'est de mettre en place, de remplacer, de se substituer à la justice et de faire le tribunal, un tribunal citoyen où on va amener tous les dossiers à charge contre le gouvernement. Voilà. Alors, j'en rêve de ça, mais je ne vois pas comment ça peut s'articuler. Et Malika non plus, je suppose. Moi aussi, oui, j'en rêve, mais je pense quand même qu'il faudrait identifier, parce que tout ce que tu racontes, Sylvie, c'est très intéressant et c'est factuel, pour moi, c'est évident, mais à qui profite le crime et il faudrait identifier d'où ça vient. Et toi-même, tu as parlé là à l'instant, quand on cherche dans les directives d'Eurostat, il y a l'OMS, il y a plein d'autres organismes étrangers. Peut-être qu'il faut identifier d'abord qui a le pognon, pour parler vulgairement. Alors, c'est pas une idée. Alors, justement, il ne faut pas se focaliser sur le pognon. Il faut se focaliser sur qui se prend pour Dieu. Je pense que c'est plus de cette façon-là qu'il faut voir les choses. Parce que, oui, parce qu'en fait, ils prennent quand même, il y a quand même des individus qui prennent des positions sur des populations où ils se prennent pour Dieu. Je suis désolée, quand on te dit qu'il faut qu'il y ait autant de personnes qui disparaissent de la planète, je veux dire, où c'est écrit ça? Où c'est demandé? Je veux dire, c'est bien une décision qui est prise par quelqu'un, d'accord? Alors justement, tout à l'heure, je vais vous parlais de Gladio, de Rochefort qui a été mis en place. Alors, il faut savoir que derrière tout ça, il y a les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui qui sont en train comment dire, qui se sont mis en difficulté. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une situation qui est quand même plutôt critique. Il faut savoir que les États-Unis, alors toujours, on va repartir à la guerre. Quand il y a eu ces accords qui ont été faits, les États-Unis ont fait récupérer par la CIA tout ce qui était les créations, que ce soit médicales et autres, faites par les nazis. Ils ont continué à travailler sur la manipulation mentale, sur les expériences médicales, etc. Et ça, c'est la CIA qui s'en est occupée. Quand il a été décidé de mettre en place l'Union européenne, qui, je le rappelle, n'avait que pour seul objectif de faire en sorte de nous donner une force par rapport aux deux puissances qu'il y avait à l'époque. Il y avait l'URSS et les États-Unis. Donc, c'était une force économique. En aucun cas, et l'Union européenne a été mise en place selon les principes démocratiques, puisque c'est dans le respect des droits fondamentaux des citoyens, et c'est dans le respect des intérêts nationaux des pays, puisque l'Union européenne ne peut pas intervenir sur les autres pays. D'accord? Et aujourd'hui, si on fait je vais donner un exemple. Par exemple, le 14 juin 2021, l'Union européenne a mis en place une réglementation en demandant aux pays de ne pas créer de discrimination entre les vaccinés et les non vaccinés. Oui, c'est là qu'on voit le fait qu'ils ne peuvent pas s'imposer près des pays parce que la France, elle n'en a rien à cirer. La France a décidé de faire une discrimination entre les vaccinés et les non vaccinés. Oui, et pas que la France dans l'Union européenne quand même, Sylvie. Il faut quand même parler. Oui, mais je te rappelle quand même, Malika, que je t'ai bien dit que Eurogenfort, tu as déjà 5 pays. Tu as l'Italie, l'Espagne, l'Europe, etc. Et ça, ce n'est pas l'Union européenne.
c'est bien un système qui s'est mis entre eux. Tu as l'Union européenne, tu as les pays de l'Union européenne et tu as ces 5 pays qui ont mis leur bazar quand même. Parce que quand tu montes, tu les retrouves à des postes clés. Hein. Et au niveau, il n'y a pas tellement longtemps, avant Christine Lagarde, et avant l'Italien, là, je ne sais plus comment il s'appelait, avant, on a eu Monsieur Trichet. Monsieur Trichet qui est un Français, hein, qui avait déjà des casseroles, d'ailleurs, qui est arrivé à la banque des règlements, qui est arrivé à la Banque centrale. Je veux dire, Monsieur Trichet, qui est un membre fondateur de Bilderberg, parce qu'on a protégé cette fondation. Ben voilà, mais il n'y a pas que Bilderberg. Ah oui. Bien sûr. Alors je vais y venir, hein, parce que moi, Bilderberg, figure-toi, Malika, que je vais découvrir l'existence de Bilderberg que je ne connaissais pas avant du tout, au travers de mon dossier. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que moi, quand on a parlé d'Henri de Castries, je ne savais pas qui c'était Henri de Castries. Pas du tout. Et c'est quand on a croisé les informations, on m'a dit, mais enfin, Madame Charles, comme si j'étais une bébête, j'aurais dû le savoir. Mais je ne sais pas qui est Henri de Castries. Ils m'ont dit, c'est le chairman de Bilderberg. Voilà. Et Bilderberg, tu le retrouves à la Défense, tu le retrouves partout. Partout, oui. Et Bilderberg, quand il fait ses réunions, quand je me suis penchée sur la question, quand il fait ses réunions où il invite des personnalités, des machins, etc., c'est le pays qui accueille qui paye tout à charge. Oui, je sais. La sécurité et tout, c'est les citoyens qui le payent. Donc, c'est bien du détournement de fonds publics. Et Bilderberg a bien mis en place la trilatérale. Voilà. Et la trilatérale, c'est pareil, on le finance avec nos sous. Donc, on a caché, on s'est foutu de nous, parce que quand je découvre qu'il y a certaines personnes qui ont dénoncé à l'époque Bilderberg et la trilatérale, on les a catalogués en disant qu'ils sont dans la théorie du complot. Sauf que non, quand tu regardes bien, on a ponctionné de l'argent public pour faire fonctionner ces structures qui sont venues se parasiter nos structures existantes et qui se sont mis en travers. C'est un fonctionnement parallèle qui s'est bien installé quand même. Alors, ça rejoint ce qu'on disait l'autre fois, une fois où tu as l'argent qui finançait l'armée qui est parti financer Eurogenfort. Alors, ils ont retiré, alors justement, voilà, ils ont, sans rien dire à personne, ils ont gelé des lignes budgétaires et ces lignes budgétaires, ils les ont détournées pour en effet financer les structures qui sont des structures illégales. Voilà. Moi, Sylvie, ce que je pense, justement, ces systèmes-là, ils ont été mis en place pour aussi siphonner l'argent des citoyens. Leur argent, elle ne vient pas uniquement des réseaux criminels, pédocriminels. Non, mais l'impôt, c'est un bon exemple. Oui, mais l'argent des citoyens, elle est insuffisante par rapport à ce qu'ils mettent en place. Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, moi je te le dis carrément, on a des éléments, je veux dire, aujourd'hui, le financement du terrorisme, on y participe activement. Non, mais je sais. Mais les banques centrales, je veux dire, ces gens, ils ont des billions de milliards de dollars. Je suis d'accord, sauf que quand tu vois… Quand tu prends mon dossier, parce que moi, je suis dedans. Moi, je suis dans le gros financement, je suis la grande lessiveuse où on fait le blanchiment d'argent et on fait le détournement de fonds publics et on fait le financement du terrorisme. Et je ne parviens pas à avoir accès à la justice. Et la Cour pénale internationale n'intervient pas non plus. Je veux dire, moi, mon dossier, il remonte jusqu'à la Banque centrale, la Banque des règlements internationaux suisses, Malika, où il y a des comptes au nom de mon père. Oh là là. Une banque centrale explique comment il peut y avoir des comptes de particuliers à une banque centrale. Sauf que quand tu reprends l'histoire, la BRI a financé les partis nazis. Ben oui. À chaque fois que tu retrouves le fil conducteur, tu retrouves toujours les mêmes chemins. Alors, oui, le grand-père de Bush, il aidait les nazis. Enfin, et puis on sait que les Rothschild, ils ont financé les deux ennemis. Enfin, il n'y a pas que les Rothschild. Je veux dire, là, aujourd'hui, on est un peu dépassé par ça. Là, les mecs, ils sont toujours là, quand même. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le genre d'invité que tu es, Sylvie, par rapport au thème de l'émission qui s'appelle le puzzle de la vérité, on a beaucoup de pièces à rapporter, à les mettre les unes à côté des autres pour que les gens comprennent tout ce qui se passe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on dit souvent que pour régner, il faut diviser, mais eux, pour nous torpiller, ils ont divisé les réseaux
ils ont divisé les réseaux. Mais ils ont infiltré surtout. Hein, ils les ont infiltrés. Bah bien sûr. Et donc, quand on va s'apercevoir, quand on doit faire comprendre aux gens que toutes les choses sont liées, qu'il y a des passerelles moi, je fais simplement un parallèle simplement avec les lanceurs d'alerte avec qui je suis ami, d'accord? Où on a rebooté, on a comparé les tenants et les aboutissants. Et on s'est aperçu, nous, à chaque fois que c'était un maillon complémentaire, et comme tu le dis, comme tu l'expliques, au fur et à mesure du temps, on découvre que toutes les choses sont liées. Il n'y a rien qui se fait par hasard. Rien. Non, tout est structuré. Ils font, en fait, ils créent le chaos parce que nous, quand on voit les choses, pour nous, c'est le chaos, c'est l'anarchie, mais eux, c'est un chaos structuré parce qu'ils savent où ils veulent en arriver. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en considération quand même. Mais ceci dit, les gens, en règle générale, enfin ceux que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré quand même pas mal, quand tu leur expliques, ils comprennent. Là, aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Et moi, je suis passée par cette étape-là. Parce que moi, en 2010, suite à l'assassinat de mon père, pendant 2 ans, je vais m'évertuer à fonctionner normalement. C'est-à-dire, je vais faire mes recours, je vais comment dire, mettre en exécution mes droits fondamentaux. Et c'est arrivé au bout de 2 ans où j'ai beau saisir les instances que personne ne bouge et que personne ne fait rien, où là, je vais me poser la question et je vais me tourner vers les gendarmes, je vais dire, écoutez, ok, bon, maintenant, on va discuter, qu'est-ce que vous proposez? Et c'est de cette façon-là que je vais rentrer avec eux et qu'on va continuer à travailler et faire avancer les choses et à chercher à comprendre. Parce que pour trouver Rochefort, je veux dire, moi, quand ils m'ont parlé de Rochefort, tout le monde me parlait d'Union européenne. Hein. Personne ne s'imaginait qu'on allait trouver la réponse dans les comptes rendus du Sénat. Et je vous parle de Rochefort, mais il y a une autre structure que j'ai oublié de parler qui est rattachée à Rochefort, c'est le CIMA, le comité interministériel de haut niveau. Et je peux vous sortir Répète le nom, que les gens entendent. Le CIMA, le conseil interministériel de haut niveau. Voilà. Hein? Donc ça, vous allez le trouver aussi dans les rapports du Sénat, etc. Donc c'est des comités interministériels, c'est-à-dire que c'est plus des ministres français, c'est des ministres étrangers qui prennent des décisions pour nous. Ouais. Et ça, vous l'avez dans les rapports du Sénat. Ça, c'est important parce que les gens ignorent ce genre de constitution. Ah, mais complètement, totalement. Mais quand moi, tu le Pardon. J'ai découvert, moi, simplement dans la partie juridique des tribunaux de commerce que je gère, hein, j'ai découvert aussi d'autres organisations et des groupes privés qui passent par-dessus des institutions d'État. Ah oui, parce que l'État leur donne le pouvoir. Voilà, c'est ça. Et bon, petit à petit, il faut le dévoiler, il faut le dénoncer. C'est-à-dire qu'il faut analyser, il faut analyser ce qu'ils ont mis en place. Tout ce qu'ils ont mis en place. Et puis, moi, je me suis rapprochée d'Alain Bauer, parce que Alain Bauer, qui est quelqu'un qui fait partie du Grand Orient de France, hein, qui a mis en place le SNAPS et qui est toujours place Beauvau ou à la Défense, eh bien, Alain Bauer, il a écrit, je crois que c'est dans l'Économiste de 2012, que la peur fait vendre, qu'il faut monnayer la peur, il faut faire peur aux gens. Et pour ça, il faut mettre aussi le chaos, il faut mettre les choses en dysfonctionnement. Donc, ils ont mis en place cette politique, si tu veux. Mais alors, il dit, notre point fort, c'est important ce qu'il dit. Il dit, notre point fort, c'est que personne ne le sait. Oui, c'est ça. Donc, tout ce qu'ils font, tant qu'on ne le dit pas, tant qu'on ne le dénonce pas, ils sont tranquilles. Parce qu'ils savent que le jour où ils vont le dénoncer, là, ils vont se mettre en danger. Ouais, et c'est pour ça que plus on dénonce, plus on parle de Rochefort, du SNAPS, etc., plus on va mettre en danger. Pourquoi? Parce que nous, on s'est aperçu avec nos enquêteurs que dans ce réseau qui est mis en place en parallèle, eh bien, le nombre de personnes qui sont initiées et qui savent la politique qui va être conduite, ils sont très peu nombreux. La majorité des personnes ne savent pas qu'ils participent à travailler contre eux-mêmes. D'ailleurs, quand ils le savent, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent les informations, ils font demi-tour et ils nous donnent les informations. Voilà. Oui, mais alors justement, nous, avec Malika, la mise en place de notre petite télé TVADP est un des réseaux de diffusion, de donner la parole à des lanceurs d'alerte, à des gens comme toi qui amènent une forme de vérité. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolée, Christophe, je vais te dire, moi, je ne suis pas une lanceuse d'alerte.
Oui, Non. non, mais Je quand suis je prends. je suis une citoyenne et je Oui, revendique mon droit oui, citoyen. non, bon, j'ai peut-être pas pris le bon mot, mais en tout cas, on va dire l'esprit de révéler, d'accord? Voilà. Donc, tous ces gens qui ont un savoir, le but, c'est de justement qu'ils arrivent à l'exprimer. À partir du moment où après on fait une forme d'archivage de la parole de la personne qui a dénoncé quelque chose, si après on a la chance d'avoir actuellement, moi ce que je crois qui est porteur et qui est la chose qui peut faire changer les choses, d'accord? C'est la démultiplication des réseaux. La démultiplication des réseaux où au lieu d'avoir simplement une forme de mainstream qui gouverne tout, des journaux qui Oui. gouvernent tout, il faut qu'on ait des multi-réseaux. Et c'est en train de se passer. Il faut qu'on trouve un moyen de mettre en place comment dire, un comité juridique où on va rédiger les crimes du gouvernement. Ouais, bon, ça, c'est, Alors, justement, Sylvie, j'aimerais bien savoir ce que tu proposes pour les élections. Tout à l'heure, tu as commencé en disant qu'il suffit simplement qu'on soit au moins 60% de la population à ne pas aller voter et on peut mettre en place ensuite derrière un tribunal. Mais là, c'est dans 3 semaines. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, comme toi, tu disais tout à l'heure à propos de ton affaire, ils comprendront pas ce qu'on fait. Parce qu'ils ont déjà l'idée d'aller voter. Oui, alors parce qu'il y a des mouvements qui les incitent, hein, je veux dire, ça c'est clair, mais il y a des gens qui l'ont compris aussi, je veux dire, voilà. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas ne pas aller voter sans dire pourquoi. Il faut surtout pas faire ça, d'accord? Tu vas pas voter. Là, aujourd'hui, j'ai lancé un communiqué. Il est diffusé un peu partout. Enfin, tous ceux qui le veulent, j'ai donné le communiqué. Dans ce communiqué, les faits qui sont reprochés aux candidats sont notifiés. Ce qui fait que demain, même s'il y a des Français qui votent, le candidat qui sera élu va se retrouver à devoir s'expliquer. d'accord. Ouais, ça, c'est important. Et c'est là qu'il faut garder notre 5e République, parce que je vous rappelle que même s'ils ont modifié certaines choses, il y a des choses qui sont quand même là, qui sont des preuves, qui sont carrées. Par exemple, il y a le rapport du défenseur des droits. Moi, j'estime que quand tu te présentes à la présidence, tu essayes d'avoir une lecture claire de ce qui se passe. Et je rappelle quand même que le rapport du défenseur des droits, qui n'a plus de pouvoir, parce que avant, on avait le médiateur de la République. Le médiateur de la République avait des pouvoirs, puisqu'il pouvait intervenir sur nos administrations. Il pouvait faire des correctifs, etc. Le défenseur des droits ne peut pas. Sauf que le défenseur des droits, il a écrit ses rapports. Moi, je les ai tous lus. Et quand tu regardes, quand il a pris ses fonctions en 2011, d'année en année, tu vois que la situation, elle se dégrade, et elle se dégrade, et elle se dégrade, et tu as aucun de nos élus qui le prend en considération. Sauf que ce rapport, il est transmis au Parlement. Alors, Oui, le document que tu dis là, ou la lettre que tu as faite, le rapport du défenseur des droits, mon communiqué, ton communiqué, comment on fait pour l'avoir et nous le publier en fait? je vais te l'envoyer. D'accord? Parce que nous, on le fera savoir. On le fera en lecture. Donc, on fera une lecture. Nous, on dit déjà qu'il faut l'envoyer à l'AFP, puisque l'AFP, c'est l'agence France-Presse. Donc là, c'est une démarche citoyenne. S'ils ne le font pas, il faut l'envoyer au préfet. Et nous, de notre côté, s'il faut, on regroupe tout et on l'envoie à un magistrat qui se trouve à Paris, qui est en charge d'un certain dossier et qui aura le choix, soit de se taire ou soit de porter à connaissance. Mais à partir du moment qu'on commence à relever des choses, à remonter des choses, ça va devenir beaucoup plus difficile pour certains. D'accord. Dernière chose, dans ce communiqué, je rappelle que nos maires sont en faute parce qu'aucun de nos maires ne nous a avertis de l'imposition de la loi NOTRe et MATMAP. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des maires qui n'ont plus la gestion de leur commune. Et ils n'en ont pas informé leurs concitoyens. Là, tu parles de quel type de maire, par exemple? Les communautés de communes. De tous les maires, ils ont même remis en place des syndicats communaux. C'est les syndicats communaux qui se récupèrent tout. Mais les maires, on leur retire tout. Alors, non seulement on leur retire la gestion de leur commune, par exemple, si tu veux mettre une piste cyclable, c'est la MEL qui va le décider. Le maire ne peut plus rien dire. Et c'est lui également qui va toucher les subventions liées aux activités qu'il reprend.
Et je vais Donc, donner en fait, un exemple qui est extrêmement grave. GRDF, le gaz, qui a toujours été mis sous la responsabilité des mairies. Pas pour rien, parce que tout simplement, le maire est mis au courant des points sensibles et il en informe le préfet. Aujourd'hui, la mairie n'a plus la responsabilité du réseau de gaz. Ils sont plus au courant des points sensibles. Et comme toutes les, tous les articles qui afféraient à ces obligations ont été abrogés, aujourd'hui, GRDF n'a même pas à signaler au préfet les points sensibles. ah, tu vois, donc ça, c'est le genre d'information que personne ne sait. Donc aujourd'hui, on a le territoire, on a une mise en danger du territoire. Sauf les maires, Christophe. Vous avez, à la télé, il y a eu des maires qui ont parlé un petit peu de la dépossession, du manque d'argent, etc. Bien sûr. Particulièrement. Tu vois, il faut vraiment que les maires reprennent. Pour moi, c'est l'autorité primaire, le maire. C'est lui qui doit reprendre la main dans sa circonscription, dans sa commune. Hein? D'autant plus que dans les syndicats communaux, comme nous ici on a à Lille, c'est d'une opacité sans nom. C'est une forme de détournement de fonds, d'accord? C'est ce qu'on dit. C'est des détournements de fonds, mais c'est aussi un détournement de gestion. Parce que toi, citoyen, tu vas t'adresser à ton maire et ton maire va dire ah ben non, moi je peux plus rien faire, il faut voir avec la MEL. Et à la MEL, tu peux téléphoner, écrire autant que tu veux, on ne te répond pas. Hein. Non, mais parce que justement, si on prenait la projection de la France d'hier, qui devrait être celle de demain, c'est de redonner le pouvoir aux maires. Tout à fait, que chacun ait ses fonctions. C'est prioritaire, il faut arrêter tout ce qui a été fait, les étages qui ont été mis pour retirer le pouvoir initial, d'accord? Autant dans les petites communes, ça peut encore aller, mais maintenant dans les villes, alors là, j'en parle même pas, c'est une horreur. Attends, je vais même te signaler quelque chose d'important. Ils ont fait des logiciels, d'accord? Et ils ont fait des rapprochements de communes, ils ont regroupé des communes. Oui. Sauf que dans le logiciel, ils ont oublié de mettre le nom des communes qui ont été rattachées. Ce qui fait que je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui est né à Lomme. Aujourd'hui, la ville de Lomme est rattachée à Lille. Eh bien, quand il se fait une déclaration pour avoir ses papiers, il est obligé de dire qu'il est né à Lille. Parce que Lomme ne figure pas dans la liste. Ouais, Ce qui fait que la personne va avoir des papiers qui sont en défaut avec son acte de naissance. Ah bah, tout à l'heure, il y avait une dame qui posait la question justement sur la manipulation des noms et elle demandait de parler de la fraude du nom légal. La fraude du nom légal, c'est déjà une des activités, ce genre de choses. En sachant que pour les directives qui sont données, c'est que pour l'usurpation d'identité, c'est pas prioritaire. Voilà. Sauf que c'est en nette augmentation en France. Ouais, d'accord. Bon, ça devrait être prioritaire, je suis désolée, parce que ton nom t'appartient, donc ça devrait faire partie des priorités. Bon, en tout cas… Je te rejoins, Christophe. La problématique des syndicats communaux, c'est qu'ils font des structures. À un moment donné, tu ne sais plus qui fait quoi. Et c'est tout à fait l'occasion de détourner autant qu'on veut. Hein. Oui, mais tu sais, on voit bien la stratégie, on voit bien, ça fait des décennies qu'ils modifient tout ça. Moi, ce qui m'a… Regarde, le mécanisme des grandes régions, il faut se souvenir de tous les petits pays au sein même de notre pays. Hein, donc, il y a des pays qui ont disparu. L'appellation des petites régions, des petits pays dans un département, par exemple, que des territoires, des petits territoires, ils en perdent même leur identité. Ah oui, mais c'est pas normal. Alors, il faut pas croire que ça, c'est pas voulu. C'est une manière de déstructurer la nation et le pays. C'est voulu. À mon avis, c'est stratégique et c'est voulu. Hein, donc, moi, je vois bien, en tout cas, c'est… Attends, Christophe, je vais te couper. J'ai Steven Noël qui dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, qu'il faut arrêter la 5e République. Eh bien, Steven Noël, si vous parvenez à ce que notre 5e République soit arrêtée, eh bien, on s'expliquera après, parce que quand vous allez voir ce qu'on va vous mettre derrière, vous allez être très content. La 4e République, je crois que vous ne l'avez jamais essayé, et en particulier le régime de Vichy. Voilà, donc ça c'est… Alors là, j'aurai un jour un intervenant, un lanceur d'alerte que j'inviterai, qui parlera justement de cette période, notamment les mariages et les faux mariages avec les fausses identités qui ont eu lieu pendant la période, une période très sévère, qui a été annulée d'ailleurs par la reprise du pouvoir de la France après la fin de la guerre, mais ça sera un autre sujet, parce que là ça touchera la question qu'a posée la dame
sur le trafic de l'identité et justement des noms, comment on a trompé plein de mécanismes. Donc là, déjà tu as la question des 18 millions de numéros de sécurité sociale en double. C'est-à-dire que ça a été découvert. Oui, mais attends, ça a été découvert en 2011 et on ne te parle pas de faux numéros, on te parle de double numéros. Et on est en 2022, on n'a toujours pas la réponse. Moi, l'information que j'ai eue de par le réseau police, c'est que les doubles numéros de sécurité sociale pour les Français, ils ont pris par exemple ton numéro de sécurité sociale et ils ont simplement changé le code commune. Mais ça veut dire que là, il y a de l'usurpation d'identité puisqu'on a pris ton numéro, on a pris tes critères, d'accord? Et pour les étrangers qui avaient le droit à la sécurité sociale, ils ont simplement changé le code pays. Et derrière tous ces numéros, ils sont rattachés à des comptes bancaires. Et on t'explique, moi j'ai eu Madame Six, députée ici à Croix, qui a travaillé sur le dossier, elle me dit, oui mais vous vous rendez compte Madame Charles, ils veulent pas nous donner l'information. Et alors, et l'article 15 qui dit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que tout citoyen a le droit de demander des explications sur la gestion de son administration, on l'applique quand alors? C'est ça, non mais je crois que c'est le but, comme tu dis Sylvie, c'est de remettre en place le droit qu'on a de faire. Or, voilà. Les gens sont dans l'ignorance, n'est-ce pas Malika? Les gens sont dans l'ignorance. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est continuer, nous, de dévoiler ces choses-là, de dévoiler les droits qu'ils ont de pratiquer certains actes. Or ça, on est dans l'ignorance absolue. Moi, je vois, alors évidemment, j'ai une manière des fois de dénoncer qui n'est pas forcément paisible, parce que j'ai un environnement qui est dans un monde très particulier, mais c'est un maillon. C'est un maillon qui est révélateur de plein d'autres mécanismes. Et moi, je vais continuer là. Donc, et toi, tu reviendras, Sylvie, parce que je ne sais pas combien de temps dure l'émission, Malika. On a combien de temps? Je crois qu'on a dépassé. On a dépassé, je pense, oui, parce qu'on avait dit 1 heure, mais il faut dire qu'avec une invitée telle que Sylvie, c'est pas possible 1 heure. Non, mais c'est. Non, t'es pas trop grave, et encore, tu ne nous dis pas tout ce que tu sais. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle reviendra, Malika. Elle est obligée de revenir. Elle a un contenu, elle a des choses, et elle n'a pas parlé du tout de l'histoire, sa propre histoire, qui est à elle toute seule, Malika. T'apprendras des choses qui sont invraisemblables. D'accord. Donc, la régie vient de m'informer, pardon Christophe, la régie vient de m'informer qu'on peut rester encore un quart d'heure. Donc bon, bah alors, toi, Sylvie, tu as encore la parole avec Malika et un petit peu moi, on a encore un quart d'heure. Donc, on peut continuer alors. Donc, tu vois, c'est. Allez. Mais un quart d'heure, pas plus, hein, d'accord? Non, pas plus, parce qu'après, il faut passer l'antenne. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, on était dans la continuité. On était en train de faire une forme de synthèse. Mais si on revient sur les actes citoyens qui peuvent être faits pour protéger la Ve République. Justement, pour rassurer tout le monde, j'avais sorti, parce que je suis en train de faire je suis en train de rédiger une plainte contre le gouvernement et on va regrouper tous les éléments, tous les dossiers qui sont faits. Mais là, pour l'instant, je me suis penchée plus spécifiquement sur la sécurité du territoire, parce qu'aujourd'hui, on a des éléments qui démontrent que le gouvernement a mis en difficulté nos armées, met en difficulté nos forces de l'ordre, et donc à partir de là, je veux dire, c'est déjà fortement répréhensible contre les gens du gouvernement. Alors justement, dans notre code pénal, on a plein d'articles, et j'en ai pris un certain nombre, je ne les ai pas tous pris, mais par exemple, il y a l'article 411-2 du code pénal qui dit « Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, soit des troupes appartenant aux forces armées, soit tout ou petit du territoire national, est puni de la détention, etc. » Donc, tu as des articles là-dessus. Parce qu'il faut reprendre le compte-rendu de la commission de la défense. Monsieur Le Drian nous parle de guerre hybride. Et la guerre hybride, il faut se poser la question. La guerre hybride, je me suis renseignée. Alors, quand c'est comme ça, on te répond, c'est la guerre asymétrique. Alors, tu dis, OK, déjà hybride. C'est quoi la guerre asymétrique? Donc, j'insiste, c'est quoi la guerre asymétrique? En fait, on envoie maintenant nos armées conventionnelles avec des armées non conventionnelles, comme Eurogensport, qui, eux, ne répondent à aucune réglementation. Alors donc, là, ce n'est pas normal, d'autant plus que ces armées non conventionnelles
eux n'ont aucun problème de budget, ce qui n'est pas le cas de nos militaires. Moi, il y a des militaires qui m'ont fait voir une photo où leurs chaussures, parce que leurs vêtements, tout ça, il n'y a plus de qualité, hein, il n'y a plus rien, c'est plus fait pour l'armée en fait. Hein. Ils sont restés collés dans le bitume. Alors sur le coup, quand tu regardes, tu as envie de rire, sauf que c'est pas marrant, quoi. Je veux dire, même au niveau vestimentaire, ils n'ont plus la qualité requise. Ouais, non, mais ça, c'est. Donc alors là, moi, j'avais entendu parler, c'est tout à fait juste. J'ai un ami qui est réserviste dans l'armée. Au niveau de l'armée de l'air, les coucous, enfin, les pilotes, des fois, ils mettent leur vie en danger et des fois, les avions tombent parce que par manque d'entretien. Exactement. Ça a changé. mais Bah, au Mali, ils ont envoyé nos militaires avec des chars qui n'ont pas été révisés parce que soi-disant qu'il n'y avait pas assez d'argent. Voilà, non, mais tu sais, il y avait une émission l'autre fois où je sais plus qui parlait de, je crois que c'est Roger Mire qui parlait du nombre de chars qui avaient été réduits dans l'armée française et ainsi de suite. C'est-à-dire que, mais tout ça, c'est une organisation. C'est une organisation qui est mise en place. Je vais quand même te faire rire. J'ai lu des comptes rendus où il y avait des drones. Et ça, il y a quoi? Il y a 5 ans que j'ai lu ça. Il y avait des drones. Et j'ai posé la question au militaire, mais il dit, nous, on n'a pas de drones dans l'armée. Et je dis, les comptes rendus, ils parlent de drones. Donc, c'est pas notre armée qui est intervenue. Et là, j'ai vu dernièrement que notre armée, elle commence à être équipée de drones que depuis 2021. Bon, voilà. En tout cas. Alors, ceci dit, il y a encore un article, je te donne au hasard, hein, mais j'en ai relevé plusieurs, mais je vais t'en donner un autre article, qui est l'article 421-1 des actes de terrorisme, constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration. Donc là, il y a mon père qui est concerné. Mais là-dedans, tu as aussi les gendarmes et les policiers, puisque on porte atteinte volontairement à leur existence, hein, d'accord? Et il y a, alors je ne vous donne pas tous les points, il y en a un autre qui est intéressant, les infractions de blanchiment. Donc, je veux dire, dans mon dossier des affaires de blanchiment, le gouvernement n'en a rien à faire, au contraire, il participe. Parce qu'il faut dire aussi, Malika, qu'on a découvert que le ministère des Finances publiques a une double comptabilité. Une officielle et une qu'on ne connaît pas. Oui. Voilà. Donc, on en a encore des choses à révéler. Hein? Oui. J'ai ouï dire qu'au ministère des Finances, toutes les semaines, il y a des fêtes avec plein de gens et on fait appel à des traiteurs. Enfin, il y a un fric monstre qui est dépensé. Et voilà. Mais ça, on ne le sait pas. Ah ben, oui, mais ça va. Alors, attendez. Vous dites qu'on ne le sait pas, mais ça va finir par se savoir. D'accord ? Parce que le rôle de TVADP, en tout cas, est un rôle de faire savoir, puisque ça donne la parole au peuple. D'accord? Donc, on va y arriver. Et même s'il y en a qui ont une fonction presque de lanceur d'alerte sans en être une, n'est-ce pas, Sylvie? Donc, on aura d'autres invités, même si toi, tu reviendras. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses à dire que les gens ont à dénoncer parce que ils en ont les preuves et ils sont capables de les expliquer. Et les tenants et aboutissants, parce que pour l'instant, la chose que les gens ne comprennent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes les choses sont liées les unes avec les autres. Et quand les choses arrivent, eh ben, on se pose une question. Nos citoyens, pour l'instant, sont peut-être encore dans la phase du questionnement, mais au fur et à mesure qu'ils se poseront des questions, ils vont commencer de comprendre. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que si on annule notre 5e République, tous les actes qui ont été passés par le gouvernement qui n'ont aucune référence avec notre 5e République, puisque c'est le cas aujourd'hui, vous ne pourrez pas les annuler. Parce que si on annule notre 5e République, le mis en cause, le condamné, c'est la 5e République. Sauf qu'à partir du moment que les mesures qui ont été faites, par exemple les privatisations, les détournements de fonds, la vente de notre dette publique, etc., ne s'inscrit pas dans notre 5e République puisqu'elle n'a pas été respectée, notre 5e République. Ouais. Sauf que si tu la dissous, tout ça, eh bien c'est terminé, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas dire « Ah ouais, mais attendez, on a annulé notre 5e République et donc nous maintenant on est en train de se reconstruire, donc ça vous allez nous le rendre, etc. » Eh bien non, puisque tu vas tomber dans un vide où ces décisions ont été prises par un gouvernement, mais que ce n'est pas le gouvernement qui est mis en cause, c'est la 5e République.
Mais comme ça ne répond pas au texte de la Ve République, tu ne pourras pas le récupérer. Non, Par exemple, le fait qu'ils ont laissé en vétusté tous les bâtiments de la gendarmerie, qu'ils les ont vendus à un promoteur privé qui aujourd'hui les loue, parce que là maintenant, hier on n'avait pas d'argent pour entretenir nos bâtiments. Subitement, tu vends pour une bouchée de pain nos casernes de gendarmerie, et là, comme par hasard, on a de l'argent pour payer des loyers. Bah, demain, si tu veux revenir à l'envers de ça, comment tu peux faire? Tu peux pas, puisque tu auras enlevé la Ve République, et la Ve République, c'est pas inscrit. Dans la Ve République, c'est inscrit droit public, service public. Voilà. Donc, tu perds. Bon, voilà. En tout cas, si on t'écoute, si on continue avec à réfléchir, tous les trois, là, on s'aperçoit qu'il y a un travail titanesque à faire. Bah, il faut déjà, je te dis, regrouper. Il faudra se mettre en solidarité, en collectif. Hein. Oui, dire, regrouper les énormes dossiers qui touchent déjà la sécurité internationale. Parce que là, aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est de nous mettre en sécurité, de mettre en sécurité notre territoire. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Aujourd'hui, tu as des forces étrangères qui interviennent et il faut les stopper. Et la seule façon de les stopper, c'est justement de mettre en application nos textes qui sont dans nos codes tant qu'ils sont encore là. Voilà. Non, mais ça, c'est voilà, il y a un travail, à faire, il y a un travail à dénoncer. Tu fais partie de cette mission. Nous, on a notre petit rôle là aussi, Malika et moi-même. Donc, on va continuer. La chaîne TV ADP a cette mission-là. Donc, c'est continuer d'amener des gens, de dénoncer des choses. Faut que les gens comprennent. Et au fur et à mesure, pour que les gens comprennent tout d'un seul coup, bien sûr, ça peut pas se faire. Faut amener des maillons, faut amener des et puis il faut quand même prendre en considération que tu vas avoir des gens qui vont comprendre, il y a des gens qui comprendront pas, et ça tu peux pas faire autrement, ça fait partie de l'ordre des choses. Ce qui va peser lourd dans la balance, c'est les griefs reprochés au gouvernement. Ouais, voilà. Non, à partir du moment qu'on apporte des éléments, déjà on peut déjà démontrer que le gouvernement n'est pas en phase avec la réglementation de l'Union européenne. Ouais, non, sur des tas de choses, y compris sur la justice d'ailleurs. Parce que je rappelle quand même que l'Union européenne, elle a demandé à ce qu'on mette de l'ordre dans la justice et on ne le fait toujours pas, on fait complètement l'opposé. Ouais, non, mais bon, là après on sait pourquoi et on sait comment la justice a été manipulée. Alors je m'étalerai pas sur le sujet, c'est difficile, hein, d'accord. Et d'ailleurs, pour vous faire un aparté comme ça, on m'a parlé hier des émissions que j'ai faites sur l'émission La mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Et on m'a demandé d'intervenir dans une prochaine émission pour montrer, par exemple, que nos propres avocats qui essayent de défendre les entrepreneurs, il y a un moment donné, ils n'ont même plus la main, ils peuvent même pas défendre. Oui, tout à fait. Et ça, il va falloir que j'explique, il va falloir que j'amène des témoignages pour montrer que, des fois, même quand ils ont la volonté, ils peuvent pas nous défendre parce qu'on leur casse leur carrière, parce qu'on leur met des bâtons dans les roues, parce qu'on va les discriminer comme n'importe. Et ça, faut que les gens comprennent ça. Voilà. Oui, ça veut dire quoi? C'est d'accord, Malika? Oui, bien sûr. Et dans les tribunaux aussi, il y a des magistrats, puisque l'avancement, les magistrats qui ont payé très cher leur position. Moi, je pense à un de mes contacts qui s'appelait le juge d'Omergue, par exemple, qu'on a cassé en point de vue carrière, parce que justement, il était en train de faire des révélations, parce qu'il était en train de dire qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et à chaque fois qu'on a des gens qui ont une bonne compétence, qui sont dans le droit chemin d'essayer d'avoir la vérité, d'appliquer les règles, on leur met des bâtons dans les roues. Mais c'est la même chose chez les procureurs, hein. Oui, il y a des procureurs, on leur, hein. Il y a Marie qui envoie un message. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que j'en parle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu as l'espace Tingen qui s'est autoproclamé État unique. Le quoi, l'espace Tingen qui s'est proclamé État unique. D'accord. Ah oui. Voilà. C'est incroyable, ça. Ça veut dire. Ça te trouve dans ETIAS Visa. Et en fait, eux, ils ont l'intention de réglementer la circulation de tout le monde. L'espace de Schengen qui s'est fait. Tu vas sur le site ETIAS Visa et tu vas voir. Normalement, tout devrait être mis en place pour fin 2022.
D'accord. Ben ça, il faut que les gens se rebellent, hein, Voilà. parce que là, Et Thias Vida, il écrit bien que l'Union européenne ne peut pas intervenir sur les pays, ça c'est clair, c'est net. Hein. Par contre, eux, ils se gênent pas. Hein. Eux, ils se sont autoproclamés. non, mais là, voilà, c'est dans la continuité Voilà. de comment dirais-je. Bon, moi personnellement, je crois on va en voir le terme de ça. À force de dénoncer tout ça, il y a un moment donné, les gens ils vont commencer à comprendre que tout va de travers, absolument tout, dans tous les domaines. Parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire que là, si tu veux, on est arrivé dans une situation où le gouvernement, il se met ouvertement lui-même en danger parce que là, il n'y a plus de référence. Il peut même plus se référencier à notre constitution. Il est tout à fait en opposition. Et puis, Malika, tu es juriste. Tu sais très bien que dans un contexte où tu as une loi qui était favorable à quelqu'un, tu ne peux pas faire prendre une mesure qui lui soit totalement préjudiciable. Donc là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas justifier la transformation qu'ils ont fait de notre constitution en 2008. C'est une violation également. Et aujourd'hui, comme ils le suivent même plus, c'est encore pire. Là, on est sur une attaque. C'est une nouvelle forme de guerre. On est attaqué par notre propre gouvernement. Voilà. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses, en fait. Et c'est bien des individus. C'est pas le document papier de la Ve République. Voilà. Ouais, non, mais bon. Donc, voilà. Bon, en tout cas, Malika, qu'est-ce que tu penses de ce rendez-vous avec Sylvie? Explosif, plein de révélations. Alors, des choses que je connais au travers d'autres, je veux dire, canaux, on va dire, mais ça rejoint tout. Donc, pour moi, si tu veux, si vous voulez, mon souci, c'est qu'est-ce qu'on fait. Alors, l'histoire, là, très prochainement, le communiqué, poursuivre nos gouvernants, oui, mais dans les faits, concrètement, là, dans quelques semaines, je ne vois pas d'issue. D'accord. Donc ça, ce serait ton mot de clôture, ça. Tu ne vois pas d'issue. Pas pour tout de suite, en tout cas. D'accord. Bon, et toi, Sylvie, ton mot de clôture, ce serait quoi pour ce soir là, il faut commencer à ce qu'on nous revendiquons nos droits, parce qu'il faut savoir que dès qu'ils vont s'attaquer à nos droits constitutionnels tels qu'ils existent, tels que la Ve République, ça veut dire que là, ils vont ouvertement porter attaque. Et là, ouvertement porter attaque, c'est un coup d'État de leur part. Et là, on a le droit de riposter de toutes les façons possibles. D'accord. Bon, okay. Et là, je ne pense pas qu'ils vont prendre ce risque-là parce que, comme c'est lié à l'ONU, il faut savoir que le discours qu'ils tiennent dans les autres pays, ils parlent de démocratie. Alors, je suis d'accord, ils parlent de démocratie, sauf qu'eux, ils font des démocraties sans le peuple. Ils n'ont pas encore bien compris la définition du mot démocratie. Hein. Sauf que les peuples à côté ne se laissent pas faire non plus. Et le fait d'avoir ce double discours va poser problème à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut faire sauter ce bouchon. Il faut vraiment remonter l'information. D'accord. Bon, bah, tu vois, moi, c'est moi qui vais clôturer parce que je crois qu'il faut qu'on rende l'antenne. Moi, j'ai simplement à dire une chose, c'est que, Sylvie, tu es le premier maillon du puzzle qui se met en place, le puzzle de la vérité. C'est vrai. Et tu auras peut-être la chance d'être une autre pièce de ce gros puzzle. D'accord? Une autre fois, dans une autre émission. Il faut quand même savoir que derrière, moi, j'ai des personnes, en fait. Moi, j'ai fait… Mais bien sûr, mais j'en connais certaines, d'ailleurs, qui sont autour de toi. Alors. Mais avec Malika, dans le puzzle de la vérité, notre but, c'est d'amener des révélations, des compréhensions, et ça restera notre mission, n'est-ce pas, Malika? Alors. Okay. Oui, et je pense que justement, le nerf de la guerre, c'est l'information. Voilà. Plus on trouve l'information, plus… voilà. C'est ça, et c'est pour ça que cette télévision ADP, je remercie encore Bernard Fodel et Eric Montana de l'avoir créé. Voilà, merci. Alors, par contre, je suis d'accord avec Dany Dan, si on avait été informés correctement, parce que quand même, il y a un grand responsable, hein, c'est nos médias qui nous ont mis dans l'ignorance, qui nous ont pas informés comme ils auraient dû le faire. Voilà, mais t'inquiète pas, au jour d'aujourd'hui, il y a des réseaux qui se mettent en place. Et il y a une chose qui est importante, je le rappelle et je le répète, mais c'est pas grave, la nouvelle télévision, elle va passer par les téléphones modernes d'aujourd'hui. D'accord? C'est une manière de transmettre de l'information et j'espère que ça circulera. Voilà. Voilà.
Mesdames, je vous remercie beaucoup pour ce rendez-vous, avec le plaisir de vous retrouver chacun à votre tour dans d'autres émissions. D'accord? Oui. D'accord. Et moi, comme je suis un homme, j'ai le droit de vous faire la bise, mesdames. Merci. Bah, nous aussi, on fait la bise. Hein. Voilà. Malika, merci à l'équipe, merci à Fred, merci à Sandra pour la gestion de cette première de Puzzle de la vérité. On a débordé, donc merci beaucoup à Sandra et Fred. Merci. Voilà, vous pouvez couper l'antenne.